Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un petit peu la reprise après les vacances et d'autre part, bien sûr, comme d'habitude, l'analyse technique fondamentale et de sentiments sur Bitcoin, Ethereum ainsi que le Total 3. On va aller regarder également toutes les questions de dominance et on va préparer le CPI qui sortira, donc l'indice des prix à la consommation américain qui devrait sortir mercredi qui arrive. Alors, j'ai repris un petit peu ici la structure en weekly pour faire un point, étant donné qu'on n'a pas fait de vidéo depuis, je pense, une bonne petite dizaine de jours. Ce qu'on voit, c'est qu'on est à nouveau repassé sous la structure ici avec cette visite des 49 000. Pour le moment, on reste à peu près dans ce canal descendant et d'une certaine manière, on tient à peu près, encore une fois, surtout si on termine la semaine ici ce dimanche, le support weekly qui finalement sur une time frame weekly a certes été entamé mais n'a pas été hard closé, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout un corps de bougie en dessous de cette ligne violette, c'est-à-dire que ceci pourrait être un épisode de liquidation. Mais étant donné qu'il a été systématiquement racheté, pour le moment, on ne peut pas réellement dire que le support a été totalement perdu. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'à ce stade, j'ai un prix qui descend et un RSI qui monte, c'est-à-dire qu'on a une forme de divergence haussière cachée entre ce que nous dit le prix et ce que nous dit le momentum, d'une certaine manière. Pour le moment, on va attendre des confirmations, mais à ce stade, on va dire qu'il se pourrait qu'on aille plutôt vers une consolidation un peu plus importante, surtout si le support weekly vient à tenir. Consolidation plus importante, ça voudrait dire, entre guillemets, plutôt se déplacer en crabe pendant un certain temps. Maintenant, très jolie zone de rachat ici, encore une fois, et quand on regarde sur le weekly, cette mèche-là est jolie au sens où elle va sortir des liquidités qu'on avait marquées ici depuis plusieurs semaines sur ce niveau-là, et qui effectivement ont été revisitées, donc ça on peut l'enlever. Cependant, on perd quand même des supports sur des timeframes plus petites. Ici, quand je regarde le daily, vous voyez qu'on a enfoncé ce support-là, donc on va pouvoir l'effacer, celui-ci. Je pense qu'en 4 heures, celui-là a été enfoncé, ça paraît relativement évident, et celui-ci a été enfoncé également. On ira voir les deux oranges en dessous. D'une certaine manière, on tient à peu près la ligne de tendance qui nous a emmené en fait des 38 000 au des 32 000 aux 38 000 $. Par contre, on a perdu toutes les lignes de tendance, vous voyez là, toutes celles qui sont marquées rouge, verte et violette, c'est-à-dire que d'une certaine manière, l'accélération du prix, j'enlève le momentum ici pour qu'on voit un petit peu mieux, l'accélération du prix qui avait été proposée à l'acceptation des ETF, je parle bien entendu de celle-ci ici, a été littéralement perdue, et quand on voit même l'accélération du prix de la pente un peu moins importante, on va dire, elle a même été retestée et elle nous a rejeté. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que, d'une certaine manière, cet épisode de liquidité a permis de nettoyer pas mal de choses. On peut enlever la poche de liquidité qu'on avait notée ici, qui était une poche de liquidité weekly. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, mais qu'on n'a pas revisité, on va dire, des supports qui pourraient sembler plus solides. Quand je parle de ça, je pense notamment à quelque chose qui pourrait être revisité autour des 42 000 $, et je pense notamment également à ce support-là, vous le voyez ici, sur la zone des 46, qui lui n'a pas été revisité. En soi, également, la ligne de tendance la moins agressive du mouvement, celle qui nous emmène finalement de 16 000 à ici 26 000, n'a pas été revisitée non plus. Donc il se pourrait, si jamais on commence à se balader en crabe ici, qu'on vienne plus ou moins revisiter ces zones-là. Au plus on le fait tard dans le temps, au plus on va dire que on pourrait tenir 50 000, si jamais on part vers un mois et demi là, de consolidation à peu près, un mois et demi. Si jamais ça se fait plutôt rapidement, ça voudrait dire qu'on est juste sur un retracement haussier d'une condition un petit peu de survente, c'est-à-dire que ici on a plongé très fort, on refait la correction haussière pour sortir finalement les longueurs qui étaient là-dedans, et puis ensuite on va venir chercher éventuellement des zones un petit peu plus basses. C'est un petit peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Comment est le contexte ? Est-ce qu'on verra 80 000 $ finalement avant de vous est-ce qu'on verra 80 000 $ avant de voir 40 000 ou l'inverse ? Je pense que c'est ça va être ça la question du jour. On peut
nettoyer également quelques petites choses dans ces zones-là. Ici, ceci a été, vous le voyez, également retesté. Hein. On avait ici cet élargissement en descente. On aurait visé le haut de vague 2 ou visé le haut de la figure. Vous voyez qu'on a échoué finalement sur la résistance hein, qui est celle-ci, hein, la 4 heures, etc. Toutes les résistances qui paraissaient d'une certaine manière, entre guillemets, une zone quand même logique de prise de profit. Quand on était passé sous la structure ici, à partir du moment où on perd le momentum initial, c'est-à-dire celui-là, on peut penser à un rejet. Et là, le rejet est extrêmement violent. Ce rejet s'est fait au travers, je dirais plus d'un contexte macro, c'est-à-dire que beaucoup de valeurs et si vous voulez, il y avait un cash and carry trade qui se mettait en place entre le yen et le dollar. On l'avait étudié sur la chaîne, mais sous-entendu, pas mal de gens qui empruntaient du yen pour tout simplement aller acheter des valeurs technologiques américaines, type Nvidia ou ce genre de choses. Et tout d'un coup, le fait que, on va dire, les taux remontent au niveau du Japon ont rendu ce trade beaucoup moins intéressant. Donc on a 3 ou 4 trillions de dollars qui du coup se sont volatilisés. Donc les valeurs technologiques américaines ont énormément corrigé, en même temps que finalement Bitcoin. Il y a autre chose qui se met en place également, qui est que, on va dire, Bitcoin est peut-être plus ou moins sensiblement, hein, on va dire, dans un rallye vis-à-vis de l'élection de Trump, et le fait que Biden soit sorti de la course a augmenté les chances de victoire de Kamala Harris, et là on est plutôt sur un 48-52 entre, Trump aurait 48% de chances de gagner, plus que moins que Kamala Harris qui en aurait 52. Donc du coup ça enlève un petit peu, on va dire, de l'intérêt à ce Trump rally, hein, si on peut l'appeler comme ça. Qui était un pari que les traders faisaient. Donc à partir du moment où effectivement les odds, les cotes s'inversent un petit peu de ce côté-là, on peut peut-être considérer que au fur et à mesure que Trump perdra un petit peu plus de chances de gagner, et bien à ce moment-là, ce trade prendra un petit peu moins d'intérêt. On voit ici que ce qui a tenu, c'est ce support-là. On va aller voir sur le 15 minutes, puisqu'on a un 15 minutes ici. Est-ce que ça a tenu ? 15 minutes, c'est le vert, je le rappelle. Non, on est en dessous. Ce support-là, il a été hard closé. Donc, on peut littéralement l'enlever. Voilà pour la partie technique, hein, rapidement, pour reprendre un petit peu tout ce qu'il se passe à ce stade. Je dirais que sur la montée, si jamais on doit y voir et y chercher des supports potentiels, déjà sur le 15 minutes, on a quelque chose dans cette zone-là, hein, qui semble à l'attaque, vous le voyez ici, de cette petite vallée ici. La consolidation qui a été faite là fait support derrière. Donc ça, on va le noter, bien sûr. On est quelque part par là. Si j'arrive à le placer quelque part par ici, hein. Là on est toujours en 15, voilà, légèrement en dessous, comme ceci. Pareil, ça n'a pas été hard closé pour le moment, donc c'est un petit peu ce qui tient le prix, on va dire, dans la journée, hein, sur la journée d'aujourd'hui. On a un petit quelque chose également en 15 minutes qui se met en place à peu près dans ces zones-là. Quand on dézoome un petit peu sur le 1 heure, peut-être quelque chose dans ces zones-là également qui pourrait tenir, 54 000. On va aller voir vis-à-vis de la liquidité, par rapport à la liquidité, où est-ce qu'on en est à ce stade. Et on va dire que le support ultime, c'est le 4 heures qu'on avait mis en avant il y a de ça déjà plusieurs semaines. Donc, pour résumer, hein, sur cette partie technique un petit peu weekly, et ensuite on est descendu dans les unités de temps, je dirais que il y a vraiment cette question qui se pose: est-ce que le fondamental va se dégrader, ou est-ce que on va plus infirmer des conditions haussières? Une des grandes questions, je pense, sera le CPI de mercredi, hein. Si on a un bon CPI mercredi qui nous montre que l'inflation continue d'aller à la baisse, hein. Je rappelle ici que on a une inflation. On va regarder d'ailleurs si on a un consensus, puisque on n'a pas fait notre analyse habituelle en premier de mois. Le 14, consensus sur l'inflation. On aurait un consensus pour une inflation autour des 3,2% en year over year. 3,2% qui, si jamais je le ramène, on va dire, à tout ce qui est comme ceci. On va fermer un petit peu ça, hop, comme ça. 3,2%, ça serait pas génial. Le consensus ici est en train de nous dire que potentiellement on va rehausser, on va revenir un petit peu sur la zone des 3,2.
On avait mis en avant ici, on avait eu 3%, donc un relativement bon CPI sur le dernier mois, éventuellement un retest ici de la perte de cette trend. En général, un triangle va plutôt vers une continuation. Donc on aurait un mauvais mois éventuellement devant nous à l'inflation, avec derrière, on l'espère en tout cas, un rejet, c'est-à-dire qu'effectivement atteindre les 2% d'inflation amènerait Jérôme Powell à bien évidemment faire son pivot. Le petit crash qui a eu lieu dernièrement va probablement accélérer les chances de pivot en septembre, et c'est une quasi-certitude, c'est même quelque chose que le marché est en train d'une certaine manière de pricer. 38 jours avant le prochain FOMC, vous l'avez vu ici, et des chances de pivot qui sont désormais un petit peu plus importantes en ce qui concerne les prévisions du marché et des traders pour le mois de septembre. On va regarder également Ether. Ether BTC d'abord dans un premier temps. Ether BTC qui a bien souffert et bien également passé sous son support, on va dire. Est-ce que réellement le support a été perdu en monthly ? Non, pas pour le moment. Vous le voyez ici, on n'a pas de hard closing, mais il faudrait vraiment qu'Ether nous donne une performance exceptionnelle à ce stade, c'est-à-dire vienne reprendre le niveau qui est celui-ci, pour pouvoir tenir effectivement ce support-là. Est-ce que j'en doute? Non, on est le 11 août, 0,44 pour aller à 0,51, c'est pas non plus énorme, mais Ether a moins ravalé à la hausse, si vous voulez, a moins ravalé ces zones-là. En weekly, un petit peu la même chose. Je dirais que il faudrait terminer ce soir, puisqu'on est dimanche là, au-delà des 0,48. Assez peu de chances qu'on tienne ce support-là, pour moi. Donc le support il est vraiment monthly et malheureusement ça nous donne 3 semaines. Ce qu'on peut voir également c'est que finalement au travers de ce rejet, et c'est dommage, on avait une belle structure ici qui semblait un petit peu bullish pour Ethereum juste sous trend, c'est-à-dire que s'il avait réussi à péter ça, il aurait littéralement inversé sa structure, à partir du moment où on repassait au-dessus des 0,60 ici, c'était entre guillemets une belle structure de retournement et malheureusement ça a été un rejet derrière et on est revenu revisiter, je dirais, le bas de canal. Donc du coup, pour le moment, si on fait une acceptation haussière pendant quelques semaines, attention à ne pas rester dans ce canal, voire l'enfoncer par le bas. Mais donc rejet ici, alors que c'était plutôt encourageant. Moi, je trouvais que c'était plutôt joli d'avoir une consolidation sous la trend, ce qu'on n'avait pas eu ici. Vous voyez que les rejets avaient été relativement violents et systématiques à chaque fois qu'on venait la visiter. Et là, malheureusement, ça a donné un petit peu un sell de news sur l'acceptation de l'ETF de Ethereum. Même chose ici, quand on regarde la structure sur Ether, on pouvait éventuellement penser et subodorer que Ether était dans une consolidation qui allait tenir, je dirais, le niveau du bas, et là on voit quand même cette cascade de liquidation qui emmène finalement Ethereum sur la zone des 2100. Nous on avait parlé de 2007 comme niveau correct, on avait envisagé deux niveaux, c'était celui de 2007 et celui de 2100, là Ether a littéralement saigné jusqu'au support des 2100, donc pour ceux qui éventuellement ont laissé traîner des ordres dans cette zone là, je dirais bravo. Parce que c'était un endroit où logiquement, on le voit, le support il est là, où logiquement on pouvait trouver un rebond sur cette zone, et c'est typiquement ce que Ethereum a fait. Donc on peut enlever ici tous les supports 4 heures qui avaient été mis en avant au travers de la dernière descente. On va regarder un petit peu comment on est monté sur Ethereum, et entre guillemets je dirais que le support daily peut se trouver par là, mais je trouve qu'il offre pas un intérêt énorme. On est vraiment ici plutôt sur ce 4 heures. Est-ce qu'il a été enfoncé et perdu en 4 heures ce support? Non, pas du tout. Vous voyez ici qu'il a à peine été revisité. On n'est pas nécessairement passé complètement sous la structure, mais Ether a été racheté systématiquement sur la zone des 2100 $. Ici, quand je prends le momentum du moment, pour le moment il est pas trop mal maintenu, on va dire, sur le momentum en 4 heures est en train de se tenir, on va dire ça comme ça. Je pense également qu'on peut du coup effacer cette droite, puisqu'elle est quand même assez elle est enfoncée avec pas mal de
avec pas mal de force, hein, entre guillemets. Je pense également qu'on peut nettoyer ça. Imaginons que Ether, entre guillemets, vienne de faire ce qu'on appelle un double top, c'est-à-dire ce M-top que vous voyez là, et qu'il soit en train de le perdre. Attention à ce qu'on ne fasse pas ici un petit retest de la zone des 2008 pour finalement se faire rejeter. Target d'un double top, c'est la même chose qu'un W, c'est la même chose que pas mal de figures, entre guillemets. Ça nous emmènerait Ethereum. On voit ici bien la ligne de coup, hein, ici le 2850. Et ça nous emmènerait Ethereum en cas de catastrophe autour des 1927. En tout cas, ça serait la target qu'on pourrait vouloir voir globalement. Globalement, on a quand même ici quelque chose qui est très impulsif. Soit c'est une prise de liquidité, c'est pour ça qu'elle est impulsive, des cascades de liquidation, hein, c'est ça qui donne l'impulsion. Soit c'est tout simplement une volonté de distribution. Si c'est une volonté de distribution, ça veut dire que là on serait sur quelque chose qui va être haussier pendant un certain temps et qu'on aura éventuellement une troisième vague de correction. À ce stade, je dirais que c'est la même chose, c'est un petit peu le contexte macro qui va nous dire où on en est en ce qui concerne Ethereum. En tout cas, voilà, est-ce que la Fed est sur le point de pivoter ou pas? On a toujours plus ou moins dit que suite à un pivot, on va dire ça comme ça, suite à un pivot, une trentaine de jours, et on verrait éventuellement toutes les dominances altcoin réaugmenter. C'est-à-dire que ce ne sera pas nécessairement en général, hein, c'est comme ça que ça se passe du moins, c'est pas nécessairement tout de suite après le pivot que les alts se remettent, c'est plutôt, on va dire, une trentaine, une soixantaine de jours après. On regarde ici l'altcoin dominance, c'est-à-dire à quel point les altcoins prennent des parts de marché par rapport au BTC, hein, d'une certaine manière. Vous voyez ici que ce qui a tenu une nouvelle fois, c'est le support des 19% pour l'altcoin dominance. Néanmoins, on continue à faire du ski sur la distribution précédente, c'est-à-dire que quand je parle d'une distribution, je parle bien sûr de sommets de plus en plus haut, hein, et ça c'est une trend de distribution. On avait réussi à la passer, mais malheureusement on continue à skier là-dedans. Skier, ça veut dire continuer à faire des plus bas, des plus bas, des plus bas, suite quand même à un retournement global de la structure, hein. Vous le voyez ici, on a perdu du momentum à la distribution et les alts étaient en train de se reprendre pendant un certain temps. Donc là c'est pareil, la question c'est, est-ce que j'ai mon impulsion là et est-ce que je suis en train de juste de faire la correction pour finalement venir tenir le support et repéter à la hausse avec des altcoins qui viendraient prendre 24-28% de dominance, ou alors est-ce que ça n'est pas encore fini? C'est la difficulté, je trouve, en ce moment, hein, c'est-à-dire que, comment dire, quand j'ai fait l'étude de l'altcoin dominance, dès le départ, on va dire, on a ici une impulsion, hein, c'est l'impulsion qu'on va dire de bear market, hein, tout simplement. Ici, attention à ce qu'on n'ait pas un flag, c'est-à-dire que la correction, ce qu'on vient de vivre auparavant, je parle de la hausse des alts par rapport à Bitcoin, serait potentiellement fini et qu'on irait vers une nouvelle distribution. Donc une A, une B et une C, ça serait ça le risque. Et on en a parlé, les 12% de dominance pour les altcoins sont possibles, ce qui correspondrait à un sacré bain de sang sur le reste de vos altcoins. Donc se surexposer là, dans ce contexte-là, tout de suite aux altcoins, me paraît un peu précoce et prématuré, sauf à dire qu'on va vraiment essayer d'aller chercher des alts qui ont un super fondamental et qui sont déjà extrêmement sous-évalués, sous-entendu, qui auront de la place derrière pour revenir prendre énormément de market cap. Quand les alts vont performer, ces alts là qui vont elles-mêmes surperformer le reste même des alts, hein, c'est-à-dire très bon fondat et très grosse sous-évaluation. Donc voilà, moi personnellement j'avais des ordres qui ont été touchés, notamment sur Tao, que je trouve être une alt hyper intéressante en AI. Maintenant, encore une fois, je reste prudent dans le contexte actuel, hein, et c'est ce que j'ai toujours plus ou moins expliqué. On va attendre déjà le pivot et on va attendre déjà que ce pivot soit effectivement
acté, mais également potentiellement une petite soixantaine de jours après le pivot. Éventuellement là on aura peut-être trouvé le point bas sur les alts, ou en tout cas savoir qu'il va pas y avoir une correction beaucoup plus profonde. Admettons qu'on ait un mauvais CPI, par exemple au-delà des 3,2%, dont je rappelle théoriquement les prix sont en train de pricer ce CPI à 3,2%. En général on price le consensus. Si l'inflation est en dessous des 3%, ça sera extrêmement bon pour les conditions de marché vont se réaméliorer à nouveau. On avait eu aussi, j'ai parlé du cash and carry trade avec le yen, mais il y a eu aussi des mauvais chiffres sur l'emploi aux États-Unis qui étaient largement au-dessus de ce qu'avait dit le consensus. Donc, sous-entendu, le marché est en train de se demander en ce moment si on va vers une forme de récession, des mauvais earnings, c'est-à-dire je ne rentre pas sur le marché des actions tout simplement parce qu'elles vont me donner des mauvais retours, hein. Je préfère me reporter entre guillemets sur plutôt le marché obligataire ou ce genre de choses. Et cette augmentation du chômage, pour le coup le chômage avait été très largement au-dessus du consensus, cette augmentation du chômage avait un petit peu fait peur au marché, et les narratifs autour du soft landing que pourrait effectuer Powell au travers de cette hausse très rapide des taux qu'on a eu l'année dernière, tout simplement. Les narrations autour du soft landing qui reste possible parce que l'économie aux États-Unis est très résiliente et très forte, était en train de s'estomper puisqu'on avait effectivement des chiffres du chômage qui étaient assez fortement à l'augmentation. Je pense que c'est là le taux de chômage, on va faire comme ça et comme ça, où vous le voyez, pardon. Vous le voyez ici, le chômage est en train de repartir aux États-Unis. Il y a du bon et du mauvais avec ça, et ça on l'a toujours dit également sur la chaîne. Je parle ici bien sûr de fondamental. Le bon, c'est que Powell va pivoter plus vite. Le mauvais, hein, ce qui n'est on va dire, on va mettre ça en plus et en moins. Ce qui est mauvais, c'est qu'on peut éventuellement se diriger vers une récession qui du coup va faire une correction plus importante sur à la fois le S&P, le Nasdaq et toutes ces choses-là. Donc la question c'est à quelle sauce l'économie va-t-elle être mangée? Ici, on voit quand même une accélération du chômage, d'accord? En général, ces accélérations du chômage précèdent des périodes de récession, hein, c'est ça qui fait effectivement un petit peu peur au marché. Si Powell fait son pivot suffisamment rapidement et qu'il arrive à garder des conditions de crédit pour les entreprises et toutes ces choses-là, il pourra arriver à contenir un chômage en dessous, puisque je rappelle que le mandat de la Fed, c'est stabilité des prix et plein emploi en même temps. Il pourrait arriver à se maintenir sous ces niveaux-là. Et vous voyez que nous, on avait déterminé la borne des 4,40 à peu près, hein, 4,38 comme étant la borne où Powell doit pivoter quoi qu'il arrive. Et donc là, on s'en rapproche. Mais en même temps, on a ce marché qui a peur. Il y aura nécessairement un moment où, si le marché sent littéralement qu'il y aura une récession, bien évidemment, les prix des actions et les prix du Bitcoin et les prix des cryptos vont venir à baisser pendant un certain temps jusqu'à trouver leur point bas. Le pivot va effectivement arriver, on va relancer l'économie, on va relancer la machine à billets, les conditions de crédit vont être meilleures, et quand les conditions de crédit sont meilleures, quand vous pouvez toucher, on va dire, du crédit en dessous des 2%, quelque chose comme ça, bien évidemment, les gens, par ailleurs, peuvent emprunter pour acheter des actions également, mais aussi, ça relance d'une certaine manière l'économie. Enfin, je ne vais pas vous faire ici le cours de choses que vous savez déjà, parce que je pense que le channel est suffisamment, entre guillemets, technique pour que vous ayez déjà tous ces mécanismes plus ou moins en tête. On va pas faire l'étude de l'inflation, sinon ça ferait une vidéo peut-être un petit peu trop longue, mais on ira peut-être se pencher un peu plus sur le CPI sur la vidéo de demain. C'est-à-dire aller voir un petit peu tout ce qui se passe de ce côté-là. On va désormais passer du côté du fondamental. Vous le voyez ici, les chances de victoire de Trump qui s'amenuisent, hein, donc ça enlève un petit peu du bon côté fonda à ce que pouvait avoir effectivement la situation actuelle. Ici, vous voyez que j'étais donc au jeu pour les vacances. La victoire de Ripple, bien sûr, victoire. Ils ont payé une amende qui n'était que de 125 millions de dollars, là où on leur demandait plusieurs milliards. Au départ,
donc oui, on peut considérer ça comme une victoire. En tout cas, le procès est clôturé. Hein. Sur la journée, XRP avait pris une vingtaine de % sur ce jour-là. Et également ici, on voit que la Bank of America commence à dire qu'elle pourrait éventuellement utiliser Ripple. Ripple est un excellent moyen de faire des paiements transfrontaliers, c'est très peu cher, c'est extrêmement bon. Bon, ici, je redonnais encore une fois des chances de victoire sur XRP, etc. Et bien sûr, les afflux sur les ETF qu'on recommencera à regarder, hein, ici de retour de vacances. On passe ici sur le Wall Street Journal, pas grand chose d'intéressant. On passe également sur Journal du Coin. Procès ici entre Crypto.com et Gemini qui s'oppose à la proposition du CFTC, donc le bureau des commodités. Je vais lire l'article rapidement. Oui, donc ça serait dans l'idée d'interdire justement les prédictions politiques et les paris sur les prédictions politiques aux États-Unis. Et on a plusieurs exchanges qui sont contre cette idée-là. Les bulls sur Bitcoin qui pensent qu'on pourrait revisiter 100 000 $ avant la fin de l'année, alors que le BTC reprend un rallye aussi autour des 62 000. Celsius qui fait un procès à Tether demandant 3,5 milliards. Ici, on passe là-dessus également. Et bien sûr, la grosse news à venir, on va dire, c'est celle de mercredi avec le CPI qui sortira sur les coups de 20h30 mercredi. 20h, le CPI. 20h30, le discours de Jérôme Powell. On va voir ce qui se passe au niveau de la liquidité. Alors, à savoir que quand on a visité 49, on a eu à peu près 1 milliard de liquidation, hein, ce qui est plutôt énorme. Hein. Bon, normal, le prix a fait quand même une très très grosse chute. Sur la journée d'hier, très peu de liquidation, 69 000. Et on a liquidé plutôt du long. Vous voyez que la map est verte, hormis sur Ethereum, où on liquide plutôt du short. En ce qui concerne le carnet d'ordre, on voit que pas mal d'ordres sur cette chute ont été touchés à l'achat. Notamment tous les ordres qui traînaient sous les 60 000 hein, finalement, et que sur cette chute aux 49 000, si ça va bien s'afficher, et que sur cette chute aux 49 000, bon, on n'avait pas énormément d'ordres qui pouvaient d'une certaine manière freiner le prix. Là, ça s'affiche pas, mais c'est pas tellement grave. On va aller regarder le funding. Vous voyez ici que voilà pourquoi je pense que 42 peut être visité. C'est pas une certitude, mais c'est vraiment une possibilité parce qu'on a beaucoup d'ordres de liquidation ici dans cette zone-là. Vous voyez que sur la descente, on a nettoyé beaucoup de vieux endroits de liquidation. On avait des divergences entre ce que nous disait le funding et ce que nous disait le prix. Donc toutes ces zones-là ont été prises. On va reprendre ici juste à nouveau quand on se remet à monter. Hein. J'avais du short ici, j'avais également du short ici. Là, ce que je regarde, c'est quand il y a des divergences, c'est-à-dire quand le prix monte et que le funding baisse, ça veut dire que on a des gens qui sont positionnés dans l'autre sens. Ici, on a un petit peu de long, mais il a été revisité depuis. Là, on avait un petit peu de short, mais ça a été pris également depuis. Ici, latéralisation du prix, montée du funding, on avait également du short, mais ça a été pris depuis également. J'ai également du short qui est rentré sur finalement tout ce mouvement-là, hein, puisque vous voyez que le funding descend. Et derrière, j'ai un petit peu de long à venir prendre, donc on va mettre un niveau. À peu près par là, 57 200. Puisque là, j'ai effectivement une sorte de divergence entre ce que me dit le prix et le funding. J'ai un prix qui augmente, un funding qui descend. Donc là, pardon, c'était mon niveau de short, il est légèrement au-dessus, il est juste là. 59 180. Et puis, derrière, un petit peu de short en haut de cette structure. Je pense qu'on peut considérer que ça a été revisité, hein, puisqu'on a eu cette petite spike ici à 62 000 à peu près. 62 000 pour 62 600, je pense que c'est correct. Ici, un tout petit peu de short à très court terme également, au-delà de ce niveau-là. Donc voilà un petit peu les diverses divergences en termes de funding et de prix. Les spreads sont toujours négatifs, ce qui sous-entend que ce sont quand même plutôt les shorters qui ont la main, ou que les dérivés, on va dire, ont un petit peu moins d'importance. On avait vu aussi au niveau de l'open interest, on va dézoomer un petit peu.
Alors le funding est passé négatif et de manière assez péchue, hein, assez forte, vous le voyez ici, ça fait un bon petit moment, la dernière fois c'était à peu près dans ces zones-là qu'on n'avait pas eu un funding aussi négatif et aussi longtemps, entre guillemets. Maintenant on reste sur des zones assez neutres, hein, moins 0,01, ça reste pas mal de la neutralité. Là où c'est intéressant, bah, c'est qu'en termes d'open interest, on s'est approché un peu de la borne des 13 milliards, celle où en général on déleverage, et effectivement on a déleveragé et qu'on est venu revisiter la borne basse de l'open interest. Ça veut dire que on a un marché, l'open interest c'est le nombre de contrats ouverts hein, finalement, qui compte tenu de son nombre d'acteurs, on va dire, se balade en ce moment entre à peu près 8 milliards et grosso modo 13 milliards d'open interest. Hein, entre ces deux bornes, en général on vient à déleverager quand on touche les 13 milliards et en général on vient à releverager quand on touche les niveau actuel. C'est une nouvelle borne parce que auparavant, si je dézoome encore un petit peu, auparavant, vous le voyez, on avait plutôt tendance à déleverager à 8 et à releverager autour des 4. Donc on a quand même une entrée de nouveaux acteurs, je dirais, sur le marché qui permet d'accepter 4 milliards d'open interest en plus. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est une bonne chose. Mais pour le moment, vous voyez que le marché se balade vraiment entre cette borne des 9 et cette borne des 13. Donc c'est suffisamment, je trouve, intéressant pour le noter. Toujours des belles poches de liquidité, bien sûr, au-delà des 70 000 $. On va regarder sur iBlock un petit peu ce que ça dit. Alors sur iBlock, les grosses positions ici, elles ont été liquidées. On voit qu'il y a un petit quelque chose autour des 58 000 $ sur iBlock qui pourrait être éventuellement revisité. On le voit également là, hein, finalement, c'est la liquidité qui est fraîche ici hein, de la semaine, puisque là on regarde la 7 jours, et on voit qu'il y a quelque chose au niveau des 53. Donc beaucoup de monde qui est rentré sur les 53 et beaucoup de liquidité très fraîche sur les 58. Donc à ce stade, on va dire si on pense à très court terme, on a quand même des jolies chances de venir bouffer ces contrats-là, c'est-à-dire 58 200 pourrait éventuellement être revisité. Maintenant, ce qu'on voit, et c'est ce que j'ai montré quand on est allé, quand on a dit on a été shorté sur le petit top hein, qu'il y avait finalement là, bah effectivement c'est qu'il y a des choses autour des 63. Je pencherais plutôt pour de la baisse personnellement, c'est-à-dire aller plutôt revisiter 58 voire 54. Maintenant aucune certitude de ce côté-là, hein, c'est comme d'habitude, il faut bien évidemment être suffisamment circonspect. Sur Ether, pas de grosses positions, hein, contrairement à Bitcoin. Ether a probablement beaucoup moins d'open interest. À ce stade on a la liquidité qui s'était mise en place sur cette montée au niveau des longues, on a quasiment pris toute la liquidité eh bien, qu'on pouvait avoir en haut sur la 5 jours, mais voilà, à ce stade, ça reste beaucoup moins d'open interest et de contrats ouverts sur Ethereum que sur Bitcoin, ce qui explique peut-être que finalement, il s'est très légèrement maintenu sur au moins les 1 ou 2 derniers jours, hein, puisque auparavant, il a saigné plus fort. Ceci étant relativement normal, étant donné que dans un contexte, encore une fois, de taux qui reste conséquent et haut, Ether aura tendance à moins bien s'en sortir que Bitcoin. Ether corrigera plus à la baisse dans ces moments-là que Bitcoin. Alors, ce qu'on peut dire à ce stade-là, c'est que d'abord, pour moi, cette structure paralléloïde a été perdue, d'une certaine manière, à partir du moment où on enfonce ici la zone des 53, on va dire que, voilà, pour moi, on est peut-être plutôt sur quelque chose qui va venir se mettre à plat ou autre, mais que le passage sous la structure ici était un peu trop violent pour dire qu'on a maintenu ces niveaux-là. Maintenant, on a eu une cascade de liquidation et c'est toujours assez difficile de se placer et d'être cohérent entre guillemets sur ces niveaux-là. Mais même quand je vais voir, vous voyez, sur le spot, bah, soit on est sur quelque chose qui ressemble à un triangle descendant, c'est-à-dire que c'est une figure qui est plutôt bullish, mais elle présente, on va dire, une résistance horizontale et une distribution qui elle-même se met en place en faisant des plus bas. Mais le côté paralléloïde de cette structure, pour moi, j'y crois plus trop, entre guillemets, donc c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on va éventuellement désormais, maintenant qu'on a perdu hein, d'une certaine manière ce support-là, et bien plutôt laisser sur le côté. Si je veux trouver une cohérence dans toute la structure qui est là, malheureusement, il faut que je me décale sur des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de la semaine et du support weekly dont on a parlé ici à ce stade. Donc,
comment dire, aller chercher des supports weekly. Moi, les supports weekly m'intéressent pour de l'investissement, par exemple, ce genre de choses. Bon, là, personnellement, moi, ma dotation, elle est bien comme ça. C'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement aller me réexposer plus sur Bitcoin à ce stade. Mais, comment dire... ces supports-là présentent assez peu d'intérêt pour du trading, et y compris même, je dirais, du trading en swing, quoi. C'est plutôt si jamais on vient à les perdre que effectivement on va commencer à se dire oula, attention, ça peut commencer à puer un petit peu. Donc ça c'est important, perdre du côté paralléloïde de ça, ce qui voudrait dire consolidation en canal, en bull flag, et on se reprend, on pète, et là on vient chercher le fait de reproduire la montée précédente depuis le bas de la consolidation. Maintenant Bitcoin est quand même un asset qui aime bien ce genre de prise de liquidité, justement ce genre de mèche, ce genre de choses qui dépassent un petit peu. Donc voilà, j'aurais encore une fois tendance à dire, moi j'aime bien quand c'est très propre. J'aime bien quand c'est relativement limpide. Cette énorme mèche ici en dessous enlève de la limpidité à ce côté bull flag de la correction qu'on pouvait avoir. Donc je dis attention. Maintenant, Bitcoin aime bien faire ce genre de petites fourberies. Donc voilà. Personnellement, en trade, je ne me suis pas replacé sur cette montée. Encore une fois, j'ai fait quelques achats d'altcoin, mais je ne me suis pas replacé à nouveau. Nous, on avait ouvert ici, sur cette zone-là, on avait ouvert quelque chose qui voulait qu'on aille casser ceci et qu'on aille chercher beaucoup plus haut. Les conditions de marché se sont dégradées à ce stade, et c'est pour ça qu'il y avait des endroits où on était, bien sûr, où on hedgeait les positions, on prenait des profits et on mettait son stop-loss plutôt à break-even sur ces zones-là. Voilà, malheureusement, vacances oblige, etc. J'ai pas attrapé ici, en tout cas pour la partie trading. Encore une fois, pour la partie trading, qu'on va qualifier d'être plutôt trading en swing, pour le coup. C'est plutôt ce qu'on recherche en ce moment, c'est-à-dire des mouvements de 2-3 semaines de trade et puis on en sort. Voilà, j'aurais peut-être plutôt tendance, on va dire, si jamais on revenait encore une fois sur cette zone-là et qu'on rebondissait réellement sur quelque chose d'extrêmement cohérent, et ça reste cohérent, attention de rebondir quelque part dans cette conso-là. Parce que chaque conso est cohérent, chaque conso vous donne un petit peu un spike dans le volume profile que vous voyez sur le côté. Donc ça veut dire que des gens qui sont rentrés en position sur ces zones-là pourraient avoir envie de re-rentrer à nouveau, on va dire ça comme ça. Voilà, pour moi, la zone quand même la plus intéressante et conséquente, entre guillemets, sur plusieurs semaines, elle se trouve plutôt autour des 41-42. Donc pour le moment, je regarde un petit peu le mouvement haussier actuel, avec un côté plutôt circonspect. En revanche, si on arrive à casser un petit peu ça, là, dans ce cas, pourquoi pas éventuellement jouer la cassure et les cassures de liquidation qui vont éventuellement se mettre en place si jamais, donc liquidation short, bien sûr, qu'on viendrait éventuellement chercher si on vient chercher ces niveaux. Pour le moment, vous voyez que les acteurs se hedge énormément sur cette zone des 70. Ce qui peut nous dire également, en tout cas pour les hedge funds, qu'il y a des mouvements d'achat également dans ces zones-là, c'est-à-dire j'achète au spot et en même temps je me hedge en ouvrant un short d'une position, on va dire, relativement similaire. Sous-entendu, si le prix baisse, je reste à peu près gagnant, et si le prix monte, j'ai acheté au spot, donc du coup je suis exposé également sur ce marché-là. Donc voilà, à ce stade un petit peu comment je vois les choses. Personnellement, j'attends un retournement de la structure. Pour le moment, vous comprenez que en daily, la structure elle prend une forme qui reste baissière, d'accord. Soit on attend le retournement là pour le coup et on se place ensuite. Soit on estime que chaque passage de liquidité sous la structure est intéressant, et c'était le cas encore une fois pour celle-ci. Maintenant, on n'est pas nécessairement toujours pile poil devant l'écran au moment où il faut, et là ouvrir à l'aveugle ça aurait été compliqué. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses personnellement. Est-ce qu'on toucherait 42 avant de toucher 80 ? Alors je suis extrêmement désappointé par le fait qu'on perde encore une fois le côté paralléloïde un petit peu de l'histoire. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que vraiment 42 est possible. Maintenant, c'est les news macro, je pense, qui vont vraiment dominer
dominer l'idée, hein, dominer dominer le champ des possibles, on va dire ça comme ça. La question étant, encore une fois, est-ce qu'on est sur un soft landing ou est-ce qu'on est sur une récession? Si on a des nouvelles qui vont plutôt dans le sens d'un soft landing, donc ici, un emploi qui reste au consensus, qui augmente mais qui reste au consensus, hein. Voilà, qu'on reste à peu près en dessous des 4,4% sur le marché de l'emploi et qu'on voit que d'une certaine manière ça se place pas trop mal de ce côté-là. Et en même temps des CPI qui n'augmentent pas plus, bah là on l'a vu, le consensus est à 3,2, donc il faut surtout pas avoir au-dessus. Personnellement j'aimerais bien qu'on nail quelque chose sous les 3%, parce que là pour le coup ça serait extrêmement haussier pour tous les assets, et ça voudrait dire bah, c'est bon, l'inflation continue à baisser sans que l'emploi ne se détériore de trop, hein. C'est un petit peu le pari ici, le pari de Jérôme Powell. Donc CPI est un élément très important, et ça c'est pour mercredi. Les news au niveau du chômage sont extrêmement importantes aussi, bien sûr, pour savoir comment on se place dans ce contexte-là. Donc encore une fois, voilà, grosse question du moment. Est-ce que une récession va se mettre en place? En général, les premiers signes, bah, c'est bien sûr une perte de vitesse au niveau du marché de l'emploi. Marché de l'emploi qui, certes, était au-dessus des consensus sur la dernière information, mais qui, je pense, reste quand même relativement résilient aux États-Unis. Le prochain FOMC est dans 38 jours, donc par rapport à ça, on va avoir pas mal de temps. Il est tout à fait, et plus que tout à fait possible que les taux soient diminués avant ça. Je mets en pause une seconde. Oui, donc j'ai mis en pause une petite seconde pour regarder, parce qu'il me semblait bien qu'effectivement la Fed est en train en ce moment même de faire une réunion d'urgence par rapport au crash de la fin de semaine dernière. Et que donc il est possible qu'un pivot intervienne même avant les 38 jours du fameux FOMC. Vous voyez ici que les taux sont déjà à 5,25, donc le marché est réellement en train de pricer une forme de certitude que les taux vont baisser, puisque 5,50, vous le voyez ici, on a déjà 50% du marché qui pense que Powell va baisser de 0,25, enfin de 25 points de base. Et une autre moitié qui pense que directement il va nous donner 50 points de base, c'est-à-dire 1,5%. Donc ça, c'est intéressant que le marché se dise que c'est le cas. Maintenant, il faut bien comprendre que un marché haussier n'intervient pas nécessairement directement après un pivot de la Fed. On est même plutôt des marchés qui souffrent en général au moment du pivot. Un marché en général se retourne avec un petit peu plus de retard, même si en général le marché a de l'avance. Le marché va vouloir vérifier d'une certaine manière, c'est plutôt ça que je voulais dire, quelles vont être, à quelle sauce va se passer une récession et des potentielles mauvaises earnings. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est relativement important à comprendre, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ça n'est pas parce qu'on a un pivot de la Fed que tout de suite les marchés vont se remettre nécessairement bien. On a une divergence entre le marché qui se doit de pricer cette fameuse récession et en même temps une divergence entre un marché qui pourrait front-runner le fait que cette récession est relativement indolore, mais que du coup les taux vont diminuer et que donc du coup ça interviendra dans l'idée d'une reprise de l'économie, ou en tout cas d'une reprise des conditions de crédit, puisqu'on a souvent des dichotomies qui se passent, on va dire, entre la sphère monétaire et la sphère économique. Désormais, on est sur des économies qui sont quand même relativement zombies, entre guillemets, et qui ont besoin de cet argent gratuit pour fonctionner. Et du coup, à partir du moment où la sphère monétaire repart, on va dire que la sphère économique est quand même censée plutôt économique, sous-entendu spéculative, hein, ici pas nécessairement macroéconomique, etc. Mais entre guillemets que le marché action devrait plutôt bien se comporter, et ça assez rapidement, sauf si la récession est importante, qu'on est vraiment sur quelque chose où on sent que l'économie va tout simplement craquer au travers de scénarios de type 2000 ou 2008, où là on pourrait avoir des consolidations plus substantielles, hein, de l'ordre de entre 25 et 50%. Si on regarde le S&P, pour sortir un petit peu de la crypto et pour dire un petit peu ce que j'en pense personnellement,
Bah, si on regarde le S&P, on voit ce très joli canal ici à la hausse. Celui-ci, d'accord. Pour le moment, on a touché le haut. Et on a eu cette correction assez substantielle. Voilà, personnellement, si, entre guillemets, les choses se passent, et comprenez ici qu'on évalue des corrections qui seraient même pas si pires, hein, d'une certaine manière, passer de 5005 à 4006 dans une économie qui est quand même en ce moment en train on est un petit peu sur des valeurs technologiques qui sont, entre guillemets, surévaluées, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est un scénario que je qualifierais de relativement indolore. Voilà, pour moi, le vrai crash, entre guillemets, il viendrait plutôt chercher la zone des 3006, 3007. Voilà, avoir quelque chose qui nous donne vraiment une correction un petit peu plus substantielle. Le voir aller en dessous, c'est-à-dire, vous le voyez ici... déjà à minima, hein, si on regarde cette vallée ici, voir le marché revenir au niveau pré-Covid, bah, il nous l'a fait quasiment hein, pendant la consolidation ici et pendant tout le bear market. Le marché est presque venu déjà revisiter les zones pré-Covid. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans ces zones-là, un support qui, là pour le coup, en cas de scénario extrêmement baissier, c'est-à-dire avaler tout simplement tout ce que nous a donné l'année, il y a quand même quelque chose ici autour des 3005 qui devrait tenir. Donc petit crash 4002, crash plus substantiel 3007 pour le S&P et voilà, si toutes les conditions se mettent ensemble et que on a des chances, des grosses chances de soft landing, bah, c'est maintenant que ça doit rebondir. Hein. Si c'est le cas, vous comprenez que là pour le coup le support il est à peu près par ici. Donc voilà, les chances de soft landing globalement elles se tiennent à peu près sur le niveau qu'on vient de revisiter. Derrière, petite récession, c'est plutôt la zone des 4006 que je viserai, c'est-à-dire le haut de cette vallée ici. Et en revanche, crash plus substantiel, j'irai plutôt aller chercher quelque part vers les 3006. En tout cas, on l'avait dit sur le S&P, on était quand même sur des zones de prise de profit intéressantes. Vous le voyez ici, on avait mis même une target pour cet élargissement, donc il y avait ici quand même matière à sortir un petit peu des profits sur cette zone là, en tout cas pour ceux qui sont positionnés sur le S&P. On fera une étude, je pense, de l'inflation plus poussée demain, parce qu'en général on va voir des petits indicateurs un petit peu plus sympas du genre Trueflation, mais également le nowcasting, l'outil de la fête de Cleveland, qui assez souvent se rapproche très très bien du consensus. Ici vous le voyez, juillet, août, juillet, pour le coup on est plutôt au 3%. Donc on a un consensus qui nous dit 3,2, mais on a une fête de Cleveland qui nous dit potentiellement 3, donc pourquoi pas 3, je pense que si on a ça, en tout cas, si on a ces fameux 3% en effet, on pourrait avoir un marché action qui nous donne une belle fin de mois d'août. Pour le moment, c'est vraiment l'aspect macroéconomique et l'aspect entre guillemets fondamental qui va vraiment jouer. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Mais avant ça, bien sûr, j'ai pour habitude également de faire un scénario privilégié sur Bitcoin, ce que j'ai totalement oublié de faire. Alors... Encore une fois, vraiment, c'est très important ici de se dire que ce sont les aspects macro qui vont jouer et que donc du coup, ce que je peux éventuellement dire repose sur un CPI en dessous de 3,2%. Si jamais on a un CPI en dessous de 3,2%, à ce moment-là, je pense que simplement revisiter 58 et repartir vers le haut pourrait être éventuellement la solution. Après, on verra ici si on arrive à casser cette distribution, mais on a déjà évoqué les targets. Si on arrive à péter cette distribution-là et que tout ça nous donne la certitude d'être une consolidation et pas une figure de sommet, et bien qu'on a des targets autour des 70, autour des 115 000, entre 90 et 115 000 $, ne serait-ce que pour le prochain mouvement. Personnellement, mes targets de bull run, elles sont plutôt à 220, 240 000, on va dire sur la fin du cycle de liquidité, hein, d'une manière générale, le prochain cycle de liquidité, le prochain cycle de baisse des taux. Voilà, moi c'est plutôt à peu près dans ces zones-là que je vise Bitcoin. Si jamais on est sur une figure de retournement plus substantielle, c'est-à-dire gros crash, grosse récession, bien sûr que Bitcoin va en souffrir.
Et à ce moment-là, on aura des aspects macro qui vont se mettre en place. Dans ce cas-là, je vise assez facilement 42. Je pense que c'est pas choquant. Ça serait pas choquant d'aller sur la zone des 42. Il y aurait rien de choquant à ça. Surtout d'autant plus maintenant qu'on a quand même enfoncé là où on avait quelque chose autour des 50-51 000. On l'a enfoncé. On a bien tenu dessus, hein, je suis d'accord. C'était un support qu'on avait mis en avant. Mais voilà. Donc l'idée ici, ça serait encore une fois de bien suivre la macro et se dire, en tout cas à moyen terme, des mauvaises news au niveau macro nous emmèneront sans trop de problèmes, je pense, à 42 000. Des bonnes news au niveau macro et ne serait-ce que la possibilité d'un soft landing. Et pour moi, même si on fait un soft landing, ça ne sera pas un soft landing, ça sera plutôt un no landing, c'est-à-dire un refus d'atterrissage. C'est-à-dire qu'en année de préélection, on aura un Powell qui va effectivement inverser la vapeur. Pour le moment, il ne l'a pas fait, hein. C'est-à-dire que, attention, il a été assez fort et il n'a pas, il n'a pas succomber au chantage des aspects politiques de son métier, c'est-à-dire, année de préélection, je vais vous donner une jolie baisse de taux, voilà, il a vraiment dit, moi j'attends que les choses soient réellement vers le chemin des 2% en ce qui concerne le CPI, 2% en year over year, j'attends que les choses soient dans le chemin des 2% avant de faire quoi que ce soit. Bon, là on peut estimer que quand même avec cette hausse du chômage plus ces conditions de marché, on va dire, qui sont relativement tendues et qui pourraient mettre à mal le secteur bancaire, hein, dans sa globalité, qui pourrait devenir une forme de petit risque systémique, etc. Il y a effectivement de bonnes chances que Powell nous donne un pivot sur le prochain FOMC, voire, pourquoi pas, qu'une bonne nouvelle sorte au travers de ce meeting de la Fed. J'ai essayé de trouver les dates exactes et les heures exactes, je les ai pas trouvées. Je sais que la Fed est en meeting d'urgence. Je sais pas si ça se terminait hier, parce que j'ai pas trouvé non plus de communiqué de presse ou quoi que ce soit qu'ils aient fait à la sortie, ou si c'est encore en discussion aujourd'hui. Je creuserai peut-être ça éventuellement pour la partie vidéo affiliée, etc. Je vous rappelle que si vous voulez vous affilier à la chaîne, ça se passe sur le bouton qui est sous la vidéo, c'est-à-dire vous cliquez sur le bouton rejoindre, il vous en coûtera 10 € par mois. Et je rappelle que le partenaire, pour que si vous voulez faire ces choses-là, mais de manière plus gratuite, à ce moment-là, vous vous affiliez sur Bluefin, vous prouvez que vous avez fait un dépôt, ça se passe sur le Discord, dont le lien est en description également de la vidéo. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne, en ce qui nous concerne, sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants venus de pays dans lesquels il n'y a pas les infrastructures pour les opérer, c'est bien sûr, ce sont des malformations du cœur. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. En l'occurrence, la question du jour, elle sera sur, justement les vacances. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant ces vacances? Moi, je vais repartir autour du 17. Je vais repartir une petite semaine pour à nouveau des vacances en famille. Donc là, voilà, 5-6 vidéos probablement cette semaine. Et ensuite, il y aura un petit manque de vidéos pendant encore une petite semaine derrière. Donc voilà, parlez-moi de vos vacances. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Est-ce que vous êtes plutôt un haussien, quelqu'un qui est plutôt du mois de juillet? Est-ce que moi, j'avais pas nécessairement dans l'intention de partir trop. Par contre, j'avais préparé ce voyage aux Olympiques depuis déjà un bon moment. C'est-à-dire que j'avais pris les billets il y a facile 1 an et demi. Voyage avec mon frère, puisqu'on aime bien le sport tous les deux, et on s'est fait un petit plaisir à Paris. Et franchement, c'était super cool. Les jeux étaient vraiment extrêmement bien organisés. J'avais donné mon avis sur la cérémonie d'ouverture que j'avais trouvée trop explicite en ce qui concerne pour moi l'inclusion, on va dire tout ce qui était inclusif. Je trouvais que ça prenait un peu trop de place. Je trouve qu'une cérémonie d'ouverture, c'est quelque chose qui doit être plutôt consensuel qu'autre chose, donc tout le monde doit être plus ou moins fier de ce que peut faire son pays, etc. Toutes ces choses-là. Je suis quand même fier qu'il y ait eu cette partie inclusion, et j'ai trouvé qu'il y avait des très beaux tableaux dans la cérémonie d'ouverture. Mais alors pour les jeux, franchement, j'ai rien à dire. C'était extrêmement fluide, extrêmement cool. Les apps fonctionnent super bien. Vous pouvez acheter des billets du jour au lendemain, remettre vos billets en vente si vous avez décidé d'aller voir autre chose, etc. Et tout ça, extrêmement bien fait. Pareil pour tout ce qui est transport, j'ai trouvé que c'était fluide. Pareil avec l'app, ça fonctionnait super bien. Donc voilà, un grand bravo aux organisateurs, hein, puisque quand c'est bien, il faut quand même le dire. Il faut dire quand c'est pas bien, il faut dire quand c'est bien, mais là en l'occurrence, sincèrement, ces jeux étaient, je pense, les plus beaux de toute l'histoire des Jeux Olympiques. J'avais fait
Barcelone 92 avec mon père à l'époque en camping-car, donc j'avais déjà vécu des jeux entre guillemets, c'est sûrement ça qui m'a poussé à retourner parce que j'ai toujours eu des très bons souvenirs d'enfance de ce voyage-là. Et en l'occurrence là, je pense vraiment qu'on a fait probablement les plus beaux jeux de toute l'histoire parce que Paris était au centre de tout ça, et puis parce que effectivement tous les Parisiens étaient partis, donc on avait un Paris très fluide. En pensant que effectivement il a été difficile de circuler toutes ces choses là, etc. Et là c'était vraiment pour le coup incroyable, les stades étaient vraiment pleins, et dans le RER que des gens qui parlent de sport ensemble. Vous commencez, nous on regardait un petit peu des combats de boxe, des trucs comme ça sur le téléphone, il y a des gens qui se mettent autour de vous, qui discutent, ça parle un peu toutes les langues, tout le monde est souriant, tout le monde est grave content d'être là, et ça c'était vraiment extrêmement agréable à vivre. Je vous laisse là-dessus. Résumé de cette vidéo, c'est attention à la macro. C'est la macro qui va créer les conditions d'un marché haussier ou baissier. On l'avait vu avec les news sur le chômage et encore une fois la hausse des taux d'intérêt sur le yen. Donc chaque nouvelle va désormais, on va dire, on a un petit peu un marché qui a les fesses, qui fait bravo quand même. Et puis deuxième chose, voilà, pour moi, même si on pivotait, je pense que la zone est plus ou moins propice à se placer sur les alts, mais attention aux alts que vous choisissez, je pense d'une manière générale, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est également de dire qu'il est possible que les alts saignent, y compris post-pivot, pendant 30 à 60 jours, il y a quand même cette possibilité de saigner un petit peu plus. Donc ne lâchez pas la bride, ne lâchez pas tout votre cash maintenant sur les alts. En tout cas, c'est mon avis, hein. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, je vous conseillerais personnellement, ou en tout cas moi personnellement, je garde du cash pour des ordres qui sont tout simplement plus bas sur les altcoins, donc plutôt lisser des prix d'achat encore plus vers le bas. Mais post-pivot, voilà, on commence à atteindre des endroits où la structure ne nous dit rien, hein, sur les alts, attention. On est toujours dans une structure baissière en ce qui concerne l'altcoin dominance, mais voilà, il y a certaines alts où forcément, nécessairement, on va commencer à toucher des points vraiment intéressants. Je pense que la question fondamentale, hein, sur ce niveau-là, c'est de dire, est-ce qu'on enfonce ça, hein, est-ce que, encore une fois, on fait impulsion, conso, impulsion, c'est-à-dire des alts à 12%, un bain de sang total, et là on repart finalement du support, hein, que vous voyez qui est ici, qui a du sens vis-à-vis de ce côté impulsion, correction, impulsion, puisque quand je reporte exactement ça, vous voyez qu'on est plutôt 11,5%, et vous voyez que le support se trouve à peu près au 13%, donc je trouve que c'est cohérent. Ça voudrait dire que pour l'instant, ad vitam aeternam, enfin pour les prochaines années, les alts vont toujours osciller entre 12% et 36% de dominance. Donc ça c'est la première question, est-ce que ça va saigner plus, ou alors est-ce qu'on a cette fameuse structure de consolidation et puis je repars, c'est-à-dire qu'on arrive à inverser la structure à ce stade, à savoir faire un nouveau plus haut, et je dirais que là le critère il est autour des 25% de dominance. Personnellement j'attends pas les 25% de dominance, je vais juste placer des ordres ici sur des alts qui m'intéressent. Encore une fois, j'en ai touché quelques-uns par rapport à ce que j'avais placé, j'ai pas non plus touché tout ce que j'aurais voulu, mais j'en ai touché quelques-uns, et donc je me positionne quand même plutôt dans des alts qui, depuis qu'on a perdu ça, hein, notamment, auraient plutôt potentiellement une continuation et un scénario à la baisse. Néanmoins, je suis exposé sur les alts. Si ça devait partir comme ça, je serais suffisamment exposé à mon goût en tout cas, et puis en revanche si ça devait partir comme ça, pour le coup c'est plus ce scénario là que je vais jouer. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien d'ici là, et merci de votre bienveillance, fidélité et l'aspect communautaire que peut apporter cette chaîne. J'ai toujours énormément de bienveillance dans les commentaires et ça c'est extrêmement sympa. Allez, portez-vous bien, on se retrouve demain, ciao ciao.